savent bien comme il est, mon vieux panet. Bien doré, bien onctueux. Allez. Alors, il est comment, mon vieux panet? Bon comme du bon pain. Le vieux panet, bon comme du bon pain. Le nouveau froid, c'est moi, le turbo froid Philips. Avec moi, plus jamais de givre, même dans le congélateur. Les salades restent croquantes. Philips. Et les desserts ne sentent plus le poisson. Le secret de tout ça, j'ai un froid ventilé qui respire. Et ça, c'est vraiment nouveau. Turbo froid Philips. Philips, le temps de vivre. Fais-moi un kiwi, 2 kiwis, 3 kiwis. Kiwi, le fruit qui fait kiwi. Sur vos dents, jour après jour, le tartre construit un mur. Ce mur, seul le dentiste peut le détruire. Mais le tartre se reforme. Contre la reformation du tartre, voici Colgate Formule Anti-Tartre. D'une efficacité cliniquement prouvée, sa formule est sans pitié contre le tartre. Pour que le tartre vous laisse enfin en paix, Colgate Formule Anti-Tartre, la formule sans pitié contre le tartre. La vie, ça roule en Super 5 Shoes. Les fruisanes de la tisanière, ça infruise. Comme Avis 3000 super crème et monocouche, la première couche est aussi la dernière. Donc on ne peut pas savoir que c'est la première. Ce qui est sûr, avec Avis 3000 super crème monocouche, c'est que la dernière couche est sans odeur et que la première ne goûte pas non plus. Vu que c'est la même couche. On l'a bien eu, hein, Médor? Avis, le talent sans forcer. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Tomato ketchup Amora. Toute absence devra être sérieusement justifiée. Aujourd'hui, la compétition commence très tôt et ne s'arrête jamais. Mais sans armes, pourrons-nous longtemps faire face? Ordinateur Atari ST. Précis, puissant, décisif. Claire met des fossiles pour vamper les mecs. Moi, je mets un pull lavé avec Pec Douceur liquide. Fais-moi belle, Pec Douceur. Chacun son truc. Roger Suchard, c'est cruellement bon. Suchard, place à la gourmandise. C'est fini, mon trésor. J'ai trouvé litière fraîche. Un peu de poudre dans ton bac avant la litière, plus d'odeur. Et ta litière dure plus longtemps. Litière fraîche de Wizard prolonge la litière. Choisir les assurances mutuelles du Mans, c'est mieux protéger son toit. Bien se couvrir soi. Prendre soin des siens. Être entre de bonnes mains. En toutes circonstances, se sentir en confiance. Capitaliser pour l'avenir avec clairvoyance. Assurance mutuelle du Mans, votre capital confiance. Ta coupe viennoise Yoplait, chocolat dessous ou chocolat dessus? Chocolat au-dessous, elle n'a jamais le dessous. Chocolat au-dessus, elle a vraiment le dessus. Merveilleux ton dessous. Délicieusement gourmand ton dessus. Bravo Yoplait pour tes coupes viennoises. Oui, oui, pour toute la maison. Et que ça sente bon, bien sûr. Mais surtout, que ce soit efficace.
Venu de l'industrie, voici Vigor. Nouveau Vigor, plus efficace pour toutes les surfaces et ça sent bon dans la maison. Vigor, la puissance industrielle au service de votre maison. Si votre femme préfère la finesse de l'édame et vous la saveur du fruité de Gouda, vous avez au moins en commun le fait que vous n'avez pas grand-chose à vous dire. La Hollande, l'autre pays du fromage. Pourquoi j'ai pas écouté maman? Problème de cheveux, pellicule, voici la solution Pantene vitaminé en massage quotidien. Les provitamines de Pantene fortifient le cheveu dès la racine, là où il pousse. Avec Pantene, le cheveu redevient plus vigoureux sans pellicule. Lotion Pantene, des cheveux vigoureux dès la racine. On veut tout! Les bons petits plats, et en plus t'as vu ça? Je veux les gâteaux et en plus les abdos. Margarine, margarine, le cire tournesol. Je veux les pommes de terre, et en plus je veux plaire. Je veux tartiner Et en plus être à croquer. Margarine, margarine, le cire tournesol. On veut tout! Madéreur, c'est le sieur. L'année qui vient de s'écouler a été marquée non seulement par les premières privatisations, mais aussi par la chute historique de la bourse. Si bien qu'aujourd'hui, tout le monde se demande ce qu'il faut faire de son épargne. Non seulement il n'existe pas de réponse sûre à 100%, mais l'univers des placements obéit à des règles, des codes et des usages qu'il est important de connaître et qui évoluent en permanence. Mais la bourse n'est pas le seul secteur où le consommateur a besoin d'être guidé. L'éventail des produits existants est très large. Comment s'y retrouver ? 50 millions de consommateurs publient un numéro pratique qui fait le point sur ce qu'il faut savoir. Un guide qui détaille toutes les possibilités offertes, leur nature, leur mécanisme de fonctionnement, sans oublier la fiscalité souvent spécifique. Des informations destinées à tous. Il n'est pas indispensable d'avoir beaucoup d'argent pour s'intéresser à la manière de le placer. Quelle formule de placement choisir? Tout dépendra des priorités que vous vous fixez. Il n'y a pas de placement idéal. Vous choisirez le produit financier le mieux adapté à votre situation personnelle. Réflexion, j'aimerais faire un placement sûr. Vous voulez disposer de votre épargne à tout moment? Vous comptez sur un rendement élevé? Ou bien vous désirez surtout préserver votre capital en toute sécurité? Alors, privatiser, livret, action, club d'investissement, épargne logement, résidence principale? Pour décider en toute connaissance de cause, le guide 88 des placements, un numéro pratique de 50 millions de consommateurs. Près de 750 000 accidents du travail par an. Et ce soir, Martine Salvador, Chantal Kimerlin et Roselyne Fèvre ont enquêté auprès des employeurs, mais aussi auprès des victimes des grandes catastrophes. Édition spéciale ouvrira aussi un dossier consacré aux handicapés. Ils sont plus de 1 million en France en âge de travailler, mais qui galèrent toujours pour trouver un emploi. Édition spéciale dans quelques instants consacrée aux victimes au travail et présentée par Claude Sérillon. Bonne fin de soirée à tous.
4, 3, 2... Sean Connery, dans Jamais plus jamais. Monsieur Bond, James Bond, l'invincible 007. Signé James Bond, agent 007. Vous jouez une partie de plus pour le reste du monde? Kim Basinger, créature de rêve, confronté au charme sensuel de Sean Connery. Jamais plus jamais, le retour spectaculaire de Bond, l'audacieux, l'irrésistible agent 007. Un film somptueux, jamais plus jamais, le tout dernier Bond. Rendez-vous avec 007 dans Jamais plus jamais, mardi 20h30 sur A2. Voici Whisk. Lessive liquide, concentrée. Liquide, Whisk s'infiltre au cœur du linge pour éliminer en douceur les taches et la saleté. Concentré, Whisk rend le linge propre, éclatant. Whisk, la propreté en profondeur, la souplesse en plus. Mamie Nova, il n'y en a plus que pour elle. Depuis le temps. Mais quel âge est là au juste? Ouh. Hier, je fais une mousse au chocolat pour mon petit-fils. Vous savez ce qu'il me dit? Je veux du Mamie Nova. De claque, oui. Mamie Nova, les mamies ne lui disent pas merci. Bon Dieu, ce qu'elle est bien foutue, celle-là. Elle a vraiment tout ce qu'il faut là où il faut. Rouler comme ça, pas besoin de me le demander deux fois. Au moindre effleurement, elle s'emballe, s'accroche, elle se met à rugir comme une bête. Oh. Un tempérament pareil, c'est presque indécent. C'est à Ibiza, l'amour avec un grand A, comme automobile. Pousse-mousse bleu, tu pousses et ça mousse, ça sent bon. La lavande, c'est bien plus malin pour se laver les mains. Mais qu'avez-vous, la bête? Vous n'avez rien mangé? Vous êtes triste? Allons, la bête, goûtez cette purée mousseline que je vous ai préparée avec amour. C'est drôle. Il ne me connaît pas depuis un quart d'heure, et j'ai pourtant l'impression qu'il me connaît déjà bien. Il a tout de suite vu qui j'étais, ce que je voulais. Il a compris mes désirs. Chris, tu m'ouvres les yeux. Hello les amis, je suis le capitaine Iglo et je suis allé loin pêcher de beaux colins pour Iglo et en faire pour vos enfants des bâtonnets croustillants à souhait dehors et si fondants dedans. Du colin pour vos enfants, pour les costauds, pour les gourmands. Des bâtonnets de colin Iglo, c'est la folie des enfants. Bâtonnets de colin Iglo, croustillants à souhait, la folie des enfants. La performance se calcule au micron près. La brosse à dents Micron a le manche coudé pour aller au fond de la bouche et 2 hauteurs de poils pour brosser aussi entre les dents. Micron, outil anti-carie. S'il n'y en a pas avant midi, je change de crèmerie. S'il n'y en a pas pour le déjeuner... On change de crèmerie. Baba Bibel, ta pâte moelleuse me rend heureuse. Ton bon petit goût nous rend tout doux. Oh Babybel. Le bon fromage qui fait méchamment envie. Aujourd'hui, une nouvelle puissance aspire à la perfection. Contact. OK. Montée en puissance. OK. Booster, 1400 watts. Aspiration maximum. Piloter un tornado. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2
Vivel coiffe nos envies. Pour étonner de nouveautés, un méga gel, un méga spray. Envie de folie, méga Vivel, c'est extra fort. Vivel en gel, Vivel en spray. Vivel coiffe nos envies, coiffe notre vie. Vivel. Coiffez vos envies. Fais-moi un kiwi, 2 kiwis, 3 kiwis. Kiwi, le fruit qui fait kiwi. Graphique de Garnier. Envie de discipliner vos cheveux? Oui. Gel fluide graphique. Appliquer, peigner. C'est la nouvelle technique pour être coiffé avec naturel. Gel fluide graphique de Garnier, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Pour se faire une petite tartine maintenant, il faut bien avouer que l'on a le choix entre certains produits et du bon beurre. Elle est Vire de Normandie, par exemple. Alors... Tabac oui, tabac non. C'est oui. Beurre, elle est Vire. Depuis de longues années, de grands fabricants de lave-vaisselle travaillent en collaboration avec Sun. Étudiés et mis au point ensemble, Sun et votre lave-vaisselle se complètent. Pour que votre lave-vaisselle vous offre jour après jour des verres transparents comme l'eau claire, offrez-lui Sun Lavage, Sun Rinçage, Sun Régénérant. Sun, la gamme complète, essayée et approuvée par des grandes marques de lave-vaisselle. Déodorant Narta. Dès le matin, je suis Narta. Narta. Moi, je suis fraîche et ça se voit. Narta. Toute la journée, fraîcheur Narta. Narta. Moi, je suis fraîche et ça se voit. Narta. Toute la journée, fraîcheur Narta, déodorant Narta. Dans un monde où tout bouge, rien ne saurait perturber ce moment privilégié, raffiné, voluptueux, cette exquise tradition venue d'Angleterre. After Eight. After Eight, de fines feuilles de chocolat noir fourrées de savoureuses menthes fondantes. Une délicieuse rencontre. After Eight, so British. Je te hais! Elle et moi, à chaque nettoyage, nous avions un problème. Heureusement, Decapfour a trouvé la formule bien-être. Un nettoyant sans soude caustique, sans problème, sensationnel et sans larmes. Decapfour, formule bien-être. Ne restez pas en froid avec votre four. Bonsoir. Être handicapé du fait d'une maladie ou d'un accident, c'est souvent vivre en marge. Pour en sortir, pour ne pas être sans travail, sans logement, sans une relative indépendance financière, il faut surmonter bien des habitudes mauvaises, bien des mentalités vieilles. Premier chiffre, 5 à 6% de la population française vit avec un handicap, que ce soit originel ou accidentel. Ce que nous voulons faire ce soir à édition spéciale, c'est évoquer le sort des handicapés dans le monde du travail. Ce que nous ferons en compagnie de Marcel Royer, secrétaire fédéral de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. Marcel Royer, à 18 ans, a été victime d'un accident de moto. Avec Serge Terre-Ovanessian, qui est directeur régional d'une agence d'intérim, ECO. Avec Michel Gilibert, qui a créé le mouvement des grands accidentés de la vie et qui s'exprime tous les jours sur l'antenne d'Europe 1. Et puis avec Henri Ponce, médecin-chef du travail à EDF GDF. Second chiffre, 90% des handicapés adultes capables de travailler sont au chômage. Tout change dans la vie, surtout pour ceux qui veulent retravailler après un accident. Un accident du travail, banal, j'allais dire, un accident qui se termine, comme vous allez le voir, dans ce reportage tourné en compagnie des sapeurs-pompiers par Martine Salvador et Roger Motte. Reçu Champéret, vous prenez donc colonel à médecin et vous vous rendez au 8 bis rue Baron, dans le 17e arrondissement,
au chevet d'un homme de 50 ans victime d'un accident qui présente une section complète des 4e et 5e doigts de la main gauche avec une plaie profonde des 2e et 3e doigts. Reçu, Champéret? Dans cette menuiserie du 17e arrondissement, Roland Valéran, un ouvrier de 50 ans, vient de se couper les doigts avec une vrille électrique. Moment d'inattention ou non-respect des consignes de sécurité, l'inspecteur du travail enquêtera. En tout cas, un accident du travail presque banal pour les sapeurs-pompiers de Paris qui en traitent 5000 par an, une vingtaine par jour, du simple malaise à la chute mortelle d'un échafaudage. Ouais. Hop. Posez la main là. C'est de la glace. Comment? C'est de la glace. Ça vous fait froid? Bon, c'est pour poser. Roland Valéran sera opéré 48 heures plus tard. Il retrouvera l'usage de 2 de ses doigts et espère reprendre son travail à la menuiserie. Le témoignage qui va suivre est celui d'un chauffeur routier. Il y a un an environ, il fut victime d'un attentat terroriste en Pays Basque. Déclaré inapte pour conduire, il doit maintenant se battre pour retrouver un autre travail. Reportage de Roselyne Fèvre et Georges Janssen. Après 26 ans de route, ça me marquera. Après 26 ans de route dans une trentaine de pays, y compris l'Afrique, je n'avais jamais eu de problème. Un camion Hubert Courtois n'en conduira plus jamais. Brûlé au visage, il a perdu un œil et le bruit de la déflagration l'a rendu sourd d'une oreille. Ce même bruit qui, en une fraction de seconde, a pulvérisé sa vie. Les camions, la route, c'était son univers. Aujourd'hui, à 45 ans, il est déclaré inapte au métier de chauffeur routier. Pour lui, 25 ans de route s'arrêtent ici, devant ces camions immobiles. C'est dur de remonter dans un camion? Oui, très dur. Parce que c'était une vie spéciale, une vie dure, mais c'était ma vie, c'était un enjeu. Depuis le 12 février 87, date de l'accident, M. Courtois est pris en charge par la sécurité sociale aux 2/3 de son salaire. Et il devrait toucher 60 000 francs d'indemnité du fonds de garantie. Son employeur, qui ne l'a pas repris, ne le paye plus. Il souhaite la démission de M. Courtois plutôt que de le reprendre ou de le licencier dans les règles. Situation absurde. C'est le statu quo, car il y a anomalie dans les dossiers. Certains papiers nécessaires à la procédure n'arrivent pas. La situation est donc bloquée. On a eu des conflits au départ, on en a eu évidemment, disons jusqu'à aujourd'hui, pour une bonne raison qu'au départ, bon, l'accident est arrivé le 12 février 87 et n'a été déclaré que le 25 février 87. Disons que là, ça nous a causé beaucoup d'ennuis dans les papiers et tout, et on se demandait qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi il n'a été déclaré qu'à cette mystère. date? Alors là, je ne sais pas. Il y a quelque chose, certainement. Dans l'entreprise de chirurgie qui se passe et qui n'a pas de mystère, je ne sais pas. Je ne peux pas le répondre pour lui, là. Est-ce que c'est un problème d'assurance? Je ne sais pas exactement. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il était assuré? Même... C'est difficile à répondre oui, c'est difficile à répondre non. Vous n'avez pas eu de preuves? Non, je n'ai pas de preuves. Ça, je ne peux pas dire. Non, c'est pour ça, je vous dis, c'est difficile à dire oui, c'est difficile à dire non. J'ai contacté son assureur parce que on était tenu d'avoir la copie du contrat d'assurance et ça, on n'a pas pu l'obtenir. Même encore, aujourd'hui, on ne l'a pas obtenu.
Monsieur Follet, qui est l'inspecteur des handicapés, accidenté, pareil, il n'a pas obtenu. Le fonds de garantie à Paris ne l'a pas obtenu, cette photocopie. Jusqu'au 8 janvier. Le 8 janvier dernier, date fatidique. Les indemnités journalières de la sécurité sociale cessent. Hubert Courtois ne perçoit plus rien. La médecine du travail le déclare définitivement inapte au métier de chauffeur routier. Alors il faut agir, débloquer la situation avec l'employeur qui jusque-là tentait de gagner du temps. Et ceci avec l'aide de ce même inspecteur. Comme le prévoient les textes, il se devait, à ce moment-là, de proposer à M. Courtois, en fonction bien entendu de ses capacités physiques, un poste dans son entreprise qui lui permettait de le conserver. S'il s'avère impossible pour l'employeur de fournir un poste à son salarié, à ce moment-là, il devait procéder au licenciement. La lettre de licenciement indispensable pour l'inscription au chômage et au reclassement professionnel est obtenue. Mais elle n'est pas conforme. Nouvelle entrave. Il faut intervenir. Caméra sous le bras, nous sommes arrivés chez l'employeur à l'improviste. Oui, non, mais si, je peux bien. Tout à fait d'accord pour ça. Mais pour le reste, Je pense qu'il serait quand même préférable d'essayer de mettre les choses en ordre sans en arriver. Ah oui, parce que... Non, mais il n'y a pas eu de malentendu entre nous. Discussion, altermoiement. L'employeur s'engage à fournir dès le lendemain la lettre dans les règles. Ce qui serait quand même nécessaire, de façon à ce que la situation soit très claire et que soit régularisée. Enfin, pour employeur-employé, la page semble tourner. Le temps qu'il est resté ici chez nous, il n'y a pas eu de problème. Et ça s'est toujours bien passé. Mais là, malheureusement, on ne peut pas avoir une personne avec le meilleur volonté. Ben voilà. Je vais pouvoir aller aux ACD, aller à la Coterep. Qui est le centre de reclassement. Qui est le centre de reclassement. Et ensuite, essayer de se reclasser, attendre et essayer de se reclasser. Le recyclage qui me fait le plus peur et qu'est-ce qu'ils vont me donner. Parce que c'est pas avec le peu d'instruction sur un certificat d'études primaire qu'on peut... Mais Hubert Courtois n'est pas au bout de ses peines. Maintenant, il faut s'inscrire au centre d'orientation pour les handicapés et tenter de prendre un nouveau départ. Au chômage, il va donc devoir apprendre un autre métier, suivre une nouvelle formation avec en poche un certificat d'études et une expérience de 25 ans devenue inutile. Combien de temps encore cela prendra-t-il pour que son dossier soit accepté et avoir la certitude de retravailler? On dit qu'il faut compter environ 2 mois pour être convoqué à tous ces examens-là. Et vous serez convoqué à la réunion de la commission plénière qui prendra la décision. Voilà. Alors ça fait 3 mois à peu près. Et oui, attendre toujours et encore. Nouvelle étape. Nouveau départ, il faudra encore supporter ces lenteurs administratives pour un avenir incertain, teinté d'angoisse. Marcel Royer, c'est un véritable parcours de combattant qu'on vient de voir maintenant. Tout à fait, un parcours du combattant. Je crois que le mot n'est pas trop fort. C'est d'ailleurs un parcours que je connais personnellement, avec l'avantage à l'époque de la jeunesse et puis d'un passé scolaire relativement proche. À l'évidence, la personne que nous venons de voir va rencontrer des difficultés accrues du fait de son âge, du fait de l'absence de formation initiale et sera probablement obligée, comme la plupart des accidentés dans cette situation, de s'éloigner de son domicile familial pour suivre une véritable formation qui soit une formation qualifiante, avec la question majeure posée dans ces cas-là, débouchera-t-elle cette formation sur un emploi? Alors le plus étonnant peut-être c'est ce chef d'entreprise qui en fait dit je ne veux pas vous licencier, partez, vous êtes gentil, ne m'embarrassez pas, non? Oui, des situations comme ça on en rencontre fréquemment et pour notre part à la FNAC nous en défendons énormément en sachant que la législation prévoit normalement que l'employeur doit réinsérer le travailleur accidenté dans l'entreprise, mais il a la possibilité, s'il fait la preuve qu'il ne peut pas réinsérer à un poste, qu'il ne dispose pas d'un poste adapté, de
licencier l'intéressé avec des indemnités supplémentaires. Beaucoup d'employeurs préfèrent payer des indemnités que d'envisager la réinsertion à un poste de travail, y compris adapté, en sachant par ailleurs que les indemnités qui sont prévues au niveau des aides publiques pour les employeurs ne sont pas utilisées pour l'aménagement des postes. Et la loi de juillet 87 prévoit, elle, un quota minimum, un pourcentage minimum dans les entreprises. On ne peut pas encore dire grand-chose de cette loi dans la mesure où elle n'est pas encore en application et que d'ailleurs elle entrera en application par palier, puisque cette année 3% de handicapés dans les entreprises, l'année suivante 4, 5 et 6. Donc il faudra attendre 3 ans pour savoir véritablement si l'objectif sera atteint. Et par ailleurs, cette loi comporte aussi l'inconvénient de poser une alternative, soit l'emploi de personnes handicapées, soit on acquitte une redevance. Serge Tervanessian, vous avez des exemples de refus de prendre un handicapé? Oui, on a de nombreux exemples, mais ces exemples peuvent être dépassés, car la plupart du temps, si nous faisons bien notre travail, si nous nous présentons véritablement comme une passerelle entre les gens qui cherchent un emploi et les entreprises qui ont des emplois disponibles, et si nous arrivons à établir ce climat de confiance avec l'entreprise, le handicap est totalement dépassé. Je dirais, au départ, c'est sûrement de la part de l'entreprise, je dirais, une recherche de sécurité maximum, une peur, peut-être une peur de la différence, et que, je dirais qu'une confiance, aussi bien dans le prospecteur placier ou dans l'individu de l'entreprise de travail temporaire, peut amener à dépasser. Et un problème de formation des handicapés aussi. Inconsidérable, oui. La plupart du temps, si nous avons du mal à placer les handicapés, ce n'est pas tant parce qu'ils sont handicapés que parce qu'ils sont dans une position totalement défavorable par rapport au marché du travail. Vous êtes quand même relativement gentil pour les patrons qui ont l'air de ne pas vouloir vraiment s'exprimer sur ce sujet. Et on connaît des exemples. L'éducation nationale, par exemple, a du mal à engager des handicapés. Vous connaissez ça, vous? Tout à fait, tout à fait. L'administration, effectivement, ne montre pas l'exemple, les entreprises publiques non plus. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques intéressantes de la nouvelle loi, c'est qu'elle couvrira dans son champ les administrations et le secteur public. Et on attend beaucoup de voir comment vont se situer précisément les administrations par rapport à cela. Mais des situations dans lesquelles, dans le privé, on refuse soit de réinsérer un accidenté du travail, soit d'embaucher une personne handicapée en raison de son handicap, et non pas en raison de son absence de formation, sont beaucoup plus fréquentes que vous ne le dites. Se débrouiller seul, c'est l'aventure tentée par un agriculteur de 49 ans, c'est dans le département du Maine-et-Loire, il s'appelle Jean-Louis Bourry, il est paraplégique et il élève des moutons. Reportage Dominique Derda et François Granier. Je vis heureux à élever des moutons. J'ai une activité physique importante, quelquefois qui me pèse parce qu'elle est trop lourde, mais j'ai de la chance, je peux me mouvoir, j'ai une activité, j'ai des relations professionnelles, j'ai de bons amis. J'ai de la chance. Et je peux m'exprimer dans une vie professionnelle. Bon, Christelle, il faudrait mettre des bottes de foin dans la voiture. Tu en descends 4 du grenier. Depuis plus de 20 ans, Jean-Louis Bourry élève des moutons. 240 brebis aujourd'hui qui, bon an mal an, mettent au monde quelques 400 agneaux chaque année. Un travail de tous les instants qui suffirait amplement à un homme en pleine possession de ses moyens. Mais voilà, Jean-Louis Bourry, lui, est handicapé. Ses jambes, son bassin, son bras droit sont paralysés, inertes, à tout jamais. À 25 ans, il travaillait avec son père, réparateur de machines agricoles. Et puis, il eut l'accident au détour d'une route. Jean-Louis Bourry ne réparerait plus les tracteurs, il ne se tiendrait plus jamais debout. Mais il aime trop la campagne pour renoncer. Et contre toute attente, avec les 400 000 francs des assurances, il achète 40 hectares et se lance dans l'élevage. Il y a un handicap, il est lourd. Il faut vivre avec. Et il faut utiliser le potentiel qui nous reste, que ce soit physique ou intellectuel. Alors, à nous de nous débrouiller, de mettre le maximum d'atouts pour utiliser ce qui nous reste. Et qui est bon à exploiter et à fond. En se levant le matin, si vous vous dites « je suis handicapé, merde, ça va être une journée difficile », ben non, vous n'arriverez à rien. Par contre,
faut du tonus, faut y aller. Et puis, quand les brebis agnellent, mais on n'a pas le temps de se poser la question. On y va et on donne la vie, et ça, c'est merveilleux. Jean-Louis Bourry n'est pas un surhomme. Son énergie, son amour de la vie ne lui suffisent pas pour effectuer seul les travaux de la ferme. Même doué d'un étonnant sens pratique, impossible de tout faire avec sa seule main valide. Aussi emploie-t-il 2 stagiaires, comme il les appelle, 2 adolescents issus d'une famille nombreuse des environs. Ce sont ses bras et ses jambes. Il y a une immensité de choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas monter sur le tracteur, je ne peux pas conduire le tracteur. Je pourrais vous tronçonner un tout petit bout de bois, je ne peux pas abattre des arbres. Il y a 1000 choses. Je peux faire plein de soins, un nombre important de soins aux moutons. Je ne peux pas prendre une brebis et la tenir. La tenir encore, j'y arrive quelquefois, la coincer avec mon chariot. Je peux faire des agnellages. Je ne peux pas faire le déparasitage de 80 brebis. Je peux aider, je remplis la seringue, j'assiste, je surveille. C'est surtout un rôle de surveillance, d'organisation et de gestion que j'ai. Est-ce que vous pourriez vous débrouiller seul sur votre exploitation? Ah non, 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 c'est impossible. Il me faut, j'allais dire, une aide, pas permanente, mais presque. Geneviève, son épouse, travaille à l'hôpital d'Angers. Le matin, avant de prendre la route, et le soir, à son retour, elle l'aide à la ferme et tient les comptes de l'exploitation. Quand il dit je mets de l'engrais dans mes champs, je vais labourer, il intègre tout ce qu'il fait. Bien sûr que il le fait par l'intermédiaire des bras et des jambes d'autres personnes, mais pour lui, il a vraiment l'impression, et c'est vrai, il mène pleinement sa ferme. Il en fait un peu trop. Il arrive à se fatiguer. Il faut dire que depuis 1965, où on est installé, jusqu'à maintenant, il a quand même réussi quelque chose de très bien. Et il est plein, je pense qu'il est heureux dans cette fonction. Ah oui. En 23 ans, Jean-Louis Bourry n'a reçu aucune aide financière, si ce n'est 5 000 francs des mutuelles sociales agricoles. En moyenne, il réalise 1000 francs de bénéfices par mois. Sa vie est celle d'un petit éleveur comme les autres, plus que celle d'un handicapé hors du commun. En 1975, pour payer les charges de la mutualité sociale agricole, il me fallait 22 agneaux. L'année dernière, sur la même qualité, il m'en fallait 80. Est-ce que vous pensez continuer longtemps ce métier? Je voudrais bien, si ma santé me le permet, oui, encore un certain nombre d'années. Oui, élever des moutons, oui, j'aime. Là, dans le Maine-et-Loire, Jean-Louis Bourry, avec l'aide de sa femme, mène une expérience originale, c'est en campagne. D'autres, à Garches, c'est en région parisienne, dans un hôpital, tentent de surmonter leur handicap par l'utilisation de l'informatique, mais aussi de la psychologie. Reportage de Chantal Quimerlin et Claude Sicard. Laurent était pilote d'hélicoptère de métier. Aujourd'hui, il a perdu l'usage de ses mains et de ses jambes. Dès sa sortie de réanimation, l'hôpital a mis à sa disposition une chambre équipée d'un système de contrôle de l'environnement. Laurent redécouvre une certaine autonomie. C'est la première approche de l'informatique. Lit. 2. Quand Laurent pourra s'asseoir, il ira lui aussi jusqu'au bout de ce couloir pour apprendre à pianoter sur les ordinateurs. C'est la deuxième étape de l'initiation à l'informatique. Bertrand, 20 ans, est victime d'un accident de moto. Il est tétraplégique. Ancien peintre en carrosserie, il suit avec passion les cours d'informatique qui lui ouvriront la porte d'un stage en entreprise. J'ai vraiment envie d'être indépendant et de faire souffrir le moins possible à mes proches et à tous ceux qui m'entourent. Je cherche un peu ma branche, je regarde par l'informatique si ça me plaît ou pas. Est-ce que vous vous êtes dit, si les jambes ne fonctionnent plus, il vaut mieux que je développe mon cerveau, par exemple? Je pense qu'il faut surtout que je développe mon cerveau et aussi mes bras. Car en fait, je fais tout avec mes bras et avec ma tête. Je suis obligé de m'organiser entièrement. Il faut penser à tout, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
Donc maintenant, il faut que vous trouviez un métier un petit peu intellectuel. Oui, certainement. C'est un plus? Ah, certainement. De toute façon, à partir du moment où on progresse dans quelque chose, c'est toujours un plus. Après l'initiation en informatique, je suis heureux, fatigué et content en fait. De tous les patients de Garches qui ont suivi des stages en entreprise, peu ont été embauchés. 5 en 2 ans. Malgré certaines réticences, l'entreprise Esso nous a ouvert ses portes. Elle est sur le point de réembaucher l'un de ses anciens ingénieurs, victime d'un accident. Christophe Van de Velde est tétraplégique. L'entrée principale lui est interdite. Nous avons découvert à sa place le parcours qu'il fera bientôt quotidiennement jusqu'à son bureau. Après 2 ans d'absence, Christophe Van de Velde, polytechnicien, est assuré d'être réembauché sans déclassement. Mais il a dû se former en informatique pour trouver une nouvelle place. La réinsertion professionnelle est la 3e étape du programme Comet. Ce n'est pas la plus aisée. Monsieur Van de Velde se mettra sans doute sur un bureau comme celui-ci, dont l'espacement lui permet de faire glisser son fauteuil. Hein. Le 2e point, ce sera les armoires, puisque donc, dans la mesure où Monsieur Van de Velde sera le plus autonome possible, il faudra qu'il puisse aller saisir lui-même les dossiers. Et donc, nous allons installer des meubles bas qui lui permettront de prendre les dossiers quand il en aura besoin. Tout est prêt en pratique pour recevoir Christophe Van de Velde. Pourtant, nous n'avons pu le filmer à l'intérieur de l'entreprise. Il reste encore, selon la direction, un pas à franchir, préparer psychologiquement le reste du personnel à l'intégration d'un grand handicapé, lui qui guette de sa fenêtre son bureau. On s'est d'abord adressé aux gens avec qui il va travailler, à qui on a expliqué quelle est la situation de M. Van Velde, et on a eu quelques réunions avec eux, avec un psychologue en particulier de l'opération Comet, un psychologue de Garches, qui leur ont expliqué ce qu'était un handicapé physique, et les gens ont accepté assez volontiers ce travail. C'est pas parce qu'on embauche un handicapé qu'on handicape l'entreprise. Je crois que si jamais je reprends mon travail, c'est vraiment pour occuper un poste à part entière et pas du tout pour être quelqu'un à la traîne. Je ne veux pas que ce soit un acte de charité. Vous n'avez pas des petites angoisses secrètes devant ce futur travail ? Des angoisses secrètes, non, je pense pas. Tout a été prévu au mieux. Maintenant, il y a toujours une part d'impondérable, si vous voulez. Hein. Je pense que, étant tétraplégique, ça veut dire qu'il faut une rigueur très très grande dans le suivi médical et corporel. Il peut y avoir des rechutes, donc il faut une très grande rigueur. Donc ça, c'est quand même un point d'interrogation. Les professeurs qui ont créé ce programme Comet, les chefs d'entreprise qui participent, les responsables, les psychologues restent très très prudents. Comment expliquez-vous ça ? Ben, je crois qu'il faut être prudent d'abord parce qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire il faut avoir vécu l'expérience pour savoir si elle marche, si effectivement il y a beaucoup de raisons d'espérer ou pas. Je crois qu'il faut être très prudent à la matière parce que c'est un processus qui prend du temps, énormément de temps, beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup d'adaptation, à la fois de la part du malade et puis de l'entreprise qui le reçoit. Vous n'avez pas peur du regard et du jugement des autres ? Non, pas du tout. Ça, maintenant, j'y suis habitué. Et en fait, mon expérience actuelle, c'est que les gens font tout pour vous aider, si vous-même, vous êtes ouvert vers l'extérieur. C'est-à-dire, là, le conseil que j'aurais à donner, c'est qu'il ne faut pas se recroqueviller. Au contraire, il faut s'ouvrir. Il faut sortir, il faut affronter le monde extérieur. Et à ce moment-là, ce monde vous accueille et vous aide. Michel Gilibert, on vient de voir cette expérience à Garches, c'est relativement limité. 5 personnes de placées en peu de temps. C'est quand même très peu, non ? Oui, c'est très peu, mais c'est comme ça partout. C'est très peu parce qu'il faut que les chefs d'entreprise comprennent que les accidentés sont des êtres comme les autres et qu'ils veulent s'investir encore plus dans leur travail que les gens debout. Mais ça, il y a un a priori qui n'est pas encore passé. On vote des lois qui sont réalistes, mais si elles ne sont pas appliquées, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est les chefs d'entreprise qui doivent prendre conscience de leurs responsabilités. Non pas faire une embauche par bienfaisance, parce que ça n'a aucun intérêt. Vous êtes contre le quota obligatoire, par exemple ? Oui, le quota obligatoire, enfin, je dis compte, si on ne fait pas quelque chose d'obligatoire, ça ne marche jamais. Mais si on fait quelque chose d'obligatoire et que ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Ouais. Il faut être plus juste, peut-être, c'est que ce ne sont pas seulement les chefs d'entreprise, il y a aussi les employés, les gens de l'entourage, ils sont peut-être un petit peu réticents, non ? L'environnement, mais tout est un manque d'information. On a marginalisé le problème. L'accident est une chose que les êtres debout ne cernent pas vraiment. Alors,
un accidenté, c'est quoi? Bien écoutez, moi je suis accidenté, j'ai eu cet accident il y a 8 ans, je suis en fauteuil roulant, mais le reste, ma tête marche bien. Et je pense que tous les jeunes accidentés, j'ai énormément de courriers à ce niveau-là, tous les jeunes accidentés, il faut leur donner leur chance. On donne la chance à toute la jeunesse, il faut que les jeunes accidentés aient leur chance, et qu'ils puissent s'investir dans leur travail, et donneront 10 fois plus. Ils ont eu le courage de surmonter leurs problèmes, et bien ils ont le courage de travailler. Concrètement, ça veut dire quoi, donner leur chance? Ça veut dire attribuer des subventions, une aide accrue de l'État? Mais écoutez, vous avez vu la nouvelle loi Séguin, qui est réaliste, mais cet argent qui va être récupéré de la part des entreprises qui ne veulent pas embaucher, eh bien, il faut qu'elle serve vraiment à quelque chose pour l'emploi. Alors, création d'entreprises. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes accidentés qui veulent créer des entreprises. Moi, j'en ai plein. Vous vous rendez compte, c'est déjà difficile pour des jeunes, je dirais, debout, bien portants. Ça doit être encore plus compliqué pour des jeunes handicapés, non? Et là, vous savez, les jeunes handicapés sont encore plus motivés que les autres. Et les jeunes handicapés ont souvent un langage d'homme debout qui est beaucoup plus volontaire que les autres. Oui, mais ils n'ont pas tous les facilités comme ce qu'on a vu à Garches avec ordinateur électronique. Beaucoup végètent, notamment dans des petites villes ou en campagne, non? Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut des lois qui soient appliquées, que cet argent serve à quelque chose de concret. Il faut que les jeunes, le jeune qui était à la campagne et qui a élevé des moutons, eh bien que d'autres jeunes qui veulent élever des moutons puissent s'adresser à ce fonds et pour créer une entreprise. Moi j'ai un jeune qui s'est fait agent actuellement, agent de spectacle, il a monté son entreprise. Et il y a une jeune femme qui était un ancien mannequin et qui était accidentée, qui monte un magasin. Eh bien, il faut donner la possibilité financière à ces gens de le faire et que cet argent ne sert pas qu'aux ateliers protégés qui marginalisent. Alors là, ça c'est, je dirais, le côté très très concret, mais on a vu aussi l'action psychologique qu'il faut mener pour essayer de dire à ceux qui ne sont plus debout, c'est votre expression, allez-y, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez vous réinsérer. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de très très important, essentiel à faire? Comment est-ce que vous jugez l'action entreprise actuellement? L'action entreprise, il faudrait d'abord que les syndicats du patronat réagissent de façon favorable. Et actuellement, ils n'ont pas encore bien compris l'intérêt. Moi, je connais des entreprises, ce n'est pas celles qui marchent le moins bien. Regardez les Sources Perrier, par exemple, Antoine Ribou, BSN, ou n'importe quoi, qui ont... les Sources Perrier ont 15% de personnes handicapées. Je crois que c'est une des sociétés qui marche la mieux en France. BSN marche pas mal, d'après ce qu'on peut entendre. Eh bien, un des PDG, un grand PDG de l'agroalimentaire du groupe d'Antoine Ribou, est comme moi, tétraplégique. Il ne faut pas donner les travaux de seconde zone aux handicapés. Ils ont un esprit qui ne demande qu'à aller plus loin, puisqu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Et ces gens-là ont une vue de l'entreprise qui est tout à fait plus pointue que les autres. Alors, il faut leur faire confiance, qu'ils essayent des postes de création et des postes de responsabilité. Vous trouvez qu'ils ont une volonté plus grande que certains de s'intégrer dans une entreprise, par exemple? Vous savez, lorsqu'on a un accident, il faut une certaine volonté pour en sortir. Alors, cette volonté, lorsqu'on en est sorti, eh bien... Les accidentés la mettent pour s'investir plus dans notre travail et pour agir. Alors il y a une question très précise, il faut de l'argent quand même pour tout ça, et puis il faut des ressources pour ceux qui sont handicapés. Il faudrait un minimum de ressources pour handicapés, par exemple? Alors l'argent pour les entreprises, je vous ai dit tout à l'heure, il est important que les fonds recueillis par la nouvelle loi Séguin aillent à des choses concrètes, pas seulement à des ateliers protégés. Ça, c'est très important. Création d'entreprise ou aider les jeunes à justement changer de métier pour aller plus loin. Non pas pour les rabaisser, mais au contraire, leur donner la possibilité d'apprendre de nouvelles choses et de créer. D'ailleurs, vous avez, là, on a eu plusieurs exemples intéressants. Et ces exemples, eh bien, il faut absolument qu'ils se développent. Pour ça, les fonds qui seront recueillis dans cette loi doivent aller à ce genre d'action. Non, mais pour une famille, par exemple, qui est en charge un handicapé, est-ce que vous êtes favorable à un minimum de ressources? Il y a un minimum de ressources. Il y a actuellement très peu, quand même. Il y a une somme qui est tout à fait initiale. Il y a deux solutions. Il y a deux cas. Soit vous avez un accident du travail et vous touchez donc vos salaires, vous continuez à toucher vos salaires, soit vous avez eu le malheur d'avoir un accident en allant à la pêche, un dimanche, et à ce moment-là, eh bien, vous avez le minimum qui est donné pour les personnes handicapées. Alors, il faut que les personnes handicapées puissent choisir entre une vie de réinsertion et une vie autrement dans les centres. C'est évident. Et les centres coûtent cher, donc on doit pouvoir arranger tout ça. Merci Michel Gilbert. C'est parfois la maladie qui survient et change tout, souvent le cancer, et puis plus récemment le sida.
avec tous les fantasmes qui accompagnent le sida, dus souvent à une très grande méconnaissance. Voici l'histoire d'un homme, un séropositif, qui a perdu son emploi, histoire racontée par Chantal Lasbat et VI Presse. Je m'appelle Philippe, j'ai 31 ans. Je suis atteint du sida depuis 1 an. Et j'avais exercé auparavant, pendant 3 ans, la responsabilité d'une boutique de prêt-à-porter. Je suis rentré dans cette boutique en décembre 83 et j'ai été informé que j'étais séropositif en novembre 86. Comme j'avais des relations assez amicales avec mes patrons, moi je me suis confié immédiatement. Je leur ai dit que j'étais séropositif. Bon, ça me paraissait assez banal en fait. Et dans les conversations que j'avais eues avec eux auparavant, ils m'avaient donné l'impression que pour eux, ça leur paraissait quelque chose d'assez banal également. Et là, leur comportement a changé. Très peu de temps après que j'apprenne que j'étais séropositif, c'est-à-dire que fin janvier, début février 87, je suis hospitalisé une première fois pour une pneumocystose qui est une des manifestations du déficit immunitaire grave. À 2 reprises, la patronne de Philippe quittera sa boutique et sa galerie pour lui rendre visite à l'hôpital. Mais elle reste sur le pas de la porte et n'entre pas dans sa chambre. Puis plus rien, pas un seul signe, silence total pendant 3 semaines. Je sors de l'hôpital avec un arrêt de travail d'1 mois de convalescence. Durant ce mois de convalescence, je perds quelques visites au magasin. Bon, mes patrons me disent qu'il n'y aura pas de problème, donc ils m'attendent, qu'on commencera à travailler ensemble. Et puis, bon, au fur et à mesure que les jours, l'échéance se rapprochait, leur attitude évoluait un peu. Ils devenaient... je sentais qu'ils recherchaient des excuses, qu'il y avait des faux fuyants. L'état, en fait, dans lequel j'étais les gênait. Parce que c'était une maladie qui, finalement, ne s'attrapait pas en touchant les vêtements qu'il y avait dans le magasin ou en envoyant mes miasmes dans la figure des clients. Enfin, bon, ils souhaitaient que moi, je comprenne et que je parte. Là, je l'ai informé que j'allais contacter la médecine du travail. De façon à ce que le certificat de mon professeur soit conforté et qui serait donc contraint, puisqu'il ne voulait plus me reprendre, de me licencier. J'ai obtenu un rendez-vous avec l'inspection du travail qui m'a très bien informé, qui m'a effectivement dit que mon patron, pour cause de maladie, n'avait absolument pas à me refuser la réintégration dans la société, et que j'en faisais d'ailleurs toujours partie. Philippe n'est pas un cas unique. La médecine du travail est quotidiennement confrontée aux problèmes que pose le sida dans les entreprises. Les médecins du travail luttent contre l'ignorance et les peurs injustifiées. Notre rôle, c'est pas de faire de la sélection, mais c'est d'aider un salarié à tenir son emploi et à faire que cet emploi ne soit pas dommageable pour sa santé. Et d'autre part, à conseiller l'employeur. Donc, il faut qu'on ait la confiance des deux, qu'ils puissent tous les deux nous parler, qu'ils puissent tous les deux nous faire part de leurs inquiétudes et qu'on puisse en parler librement et puis logiquement et médicalement, pas seulement sentimentalement et avec des peurs irraisonnées. C'est l'occasion pour nous de faire notre travail de conseiller de l'employeur et de lui expliquer à ce moment-là comment vraiment se fait la transmission d'après ce que nous savons, aux dernières nouvelles, puisque nous nous tenons au courant.